Robert Lagarde, président et chef de la direction de la Coalition pour une relève en assurance de dommages. Myriam Gagné, directrice principale ressources humaines chez Desjardins et membre du CA de la Coalition. Vous écoutez Accident de parcours. Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Mon nom est Alexandre Gilbert et en compagnie de mon partenaire de micro Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. Le podcast est une présentation de Primaco et est rendu possible grâce à nos partenaires Banque Nationale, Roux, ainsi que la Coalition pour une relève en assurance de dommages. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous avoir. Ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile. Mais très content que vous soyez là aujourd'hui pour parler d'un beau sujet. Je pense que c'est un sujet intéressant, la relève, entre autres. Et je pense d'entrée de jeu, on se doit de bien présenter pour nos auditeurs nos invités aujourd'hui. Alors, c'est Myriam Gagné, directrice principale en ressources humaines pour Desjardins Assurance Générale. Bonjour, messieurs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Et également, M. Robert Lagarde. M. Robert Lagarde, qui est le président et chef de la direction de la Coalition pour une relève en assurance de dommages. Bonjour, messieurs. Bonjour, Myriam. Puis merci, Parcours Accident, de nous inviter aujourd'hui. C'est un plaisir. Bref, je pense qu'on a... Accident de parcours, oui, ça va mieux. C'est pas grave, on l'a dit. Et pour bien mettre la table puis apprendre à vous connaître davantage, on a notre fameuse question accident de parcours. Donc, si vous avez déjà écouté les épisodes précédents, vous avez une petite idée. Puis sans vouloir tout l'expliquer en détail, je pense que les auditeurs commencent à saisir un petit peu notre intro, mais on était curieux de savoir si vous êtes des accidentés, si vous avez eu un accident de parcours ou quel a été votre parcours qui vous amène à être assis dans la chaise dans laquelle que vous êtes aujourd'hui ou à travailler en assurance de dommages. Et je commencerai avec Myriam, s'il vous plaît. Ben oui, je pense que je peux dire effectivement, c'est un petit accident de parcours. En fait, j'ai commencé ma carrière dans le domaine de la santé, en ressources humaines, évidemment, et après un congé de maternité, je cherchais de nouveaux défis qui m'ont dirigée vers Desjardins, mais plus spécifiquement au niveau de la première vice-présidence assurance de dommages. J'y travaille depuis 11 ans. Et je trouve le milieu de l'assurance de dommages très stimulant. Donc, j'y suis encore après 11 ans comme directrice principale aux ressources humaines. C'est un environnement que j'aime beaucoup, qui est très dynamique, qui bouge. Il y a beaucoup de... les ressources humaines ont joué un rôle important dans ce secteur-là. Il y a des beaux défis qui se présentent à nous. Donc, c'est très stimulant pour une équipe ressources humaines de travailler dans un environnement comme ça. Donc, oui, un accident, mais en même temps, j'y suis restée, j'y suis encore et c'est vraiment un domaine là, qui m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas une experte de l'assurance de dommages, mais au fil des 10-11 dernières années, je comprends quand même assez bien le volet vraiment plus contenu, les réalités, qu'est-ce que ça représente, l'assurance de dommages, et je trouve ça très intéressant. Donc, un bel accident qui fait qu'aujourd'hui, je m'épanouis encore là, dans ce secteur-là. Oui, puis si je faisais le lien, par contre, avec la coalition, qu'est-ce qui t'a amené à joindre, à être sur le conseil? Parce que je pense qu'on ne l'a pas mentionné, mais tu es également membre du conseil d'administration de la coalition. Tout à fait. Je travaille en proximité avec M. Lagarde et toute l'équipe du conseil d'administration de la coalition. La coalition, en fait, ça s'est présenté à moi vraiment comme un cadeau. C'est une organisation qui est très proactive, une organisation qui est un beau levier pour les employeurs dans l'assurance de dommages. Donc, pour moi, de pouvoir contribuer, pouvoir influencer, pouvoir échanger avec des collègues sur les métiers de l'assurance de dommages, puis vouloir changer certaines choses pour aider ce domaine-là était pour moi une super belle opportunité. Ça fait 2 ans, je viens de renouveler mon mandat. Donc, définitivement, j'y trouve notamment du plaisir, mais aussi une belle occasion d'influencer ce qui se passe dans le marché et de pouvoir aider le domaine de l'assurance de dommages dans ses enjeux de main-d'œuvre. Ouais. On veut créer des accidents de parcours à plusieurs personnes avec la coalition. Bien dit. Excellent. On va en parler d'ailleurs là, des enjeux et de la coalition, mais juste avant, j'aimerais ça t'entendre, Robert, sur ton accident de parcours. Bien, moi, c'est un peu particulier. Je viens d'une famille juridique. Mon père était juge et dans ma belle famille,
5 avocats. Donc, j'ai choisi avocat. Mais aussi, mon grand-père était dans le domaine de l'assurance et j'avais 2 maisons dans le domaine de l'assurance. Mais disons que j'ai plutôt opté pour le domaine du droit. Mais après 1 an de pratique à l'aide juridique, en criminel, j'ai été approché. Dans le temps, on avait promulgué une loi à l'Office des professions obligeant chaque professionnel à souscrire une police d'assurance responsabilité. Alors, j'ai été approché par un bon ami maintenant qui cherchait des avocats parce qu'il disait que c'était des candidats qui ne coûtaient pas cher à ce moment-là pour l'industrie de l'assurance. Et puis, je suis arrivé chez, ça s'appelait Gérard Parizeau, limité à l'époque. Et c'est devenu Dale Parizeau. J'ai travaillé dans le domaine de l'assurance responsabilité professionnelle. Puis par la suite, avec mes associés, on a décidé en 1997 d'acheter notre entreprise. On avait à l'époque 325 employés, c'était 100 millions de chiffre d'affaires. Et puis, bon. Mais parallèlement à tout ça, je me suis toujours intéressé à l'industrie de l'assurance. En 1998, j'ai accepté un mandat pour siéger à la Chambre d'assurance de dommages, puis j'ai été président du conseil au terme de mes 9 ans. Et justement, en 1998, le conseil se positionnait par rapport à la pénurie de main-d'œuvre éventuelle, surtout devant l'effet de tout ce qu'on appelle robotisation, de tout ce qu'on appelle informatisation, les plateformes, etc. On voyait une certaine forme de dépersonnalisation du rôle du professionnel dans l'industrie. On s'en est inquiété. Donc, on a fait à ce moment-là des études, puis au terme de ces études-là, unanimement, les gens ont dit qu'il faut mettre une coalition qui va être un levier pour attirer des candidats puis revaloriser l'image de la profession. Donc, j'y œuvre depuis 2002. Ça fait 20 ans cette année qu'on est au niveau de la coalition et je dois dire que je suis très fier parce qu'en 2012, on a revu nos statuts et on a fait en sorte d'avoir au conseil d'administration 13 dirigeants qui sont extraordinaires et contribuent au dynamisme de l'industrie. Et puis moi, j'invite les gens à aller sur Pro de l'assurance ou coalitionassurance.com. À ce moment-là, vous allez voir la qualité du membership, dont Myriam fait partie, parce que pour nous, c'est très dynamique. Et les ressources humaines, c'est l'enjeu numéro 1. Donc, elle contribue avec son savoir et également ses expériences et surtout sa générosité de l'information pour aider l'ensemble de l'industrie. Ce qui est extraordinaire au niveau de la coalition, c'est que chacun laisse de côté son corporatisme, puis on regarde l'enjeu de la relève. Donc, on aura l'occasion de discuter de d'autres sujets, mais c'est ma présentation d'entrée de jeu. Très belle présentation, merci. Peut-être avant de continuer sur la coalition, justement, et puis ce qui s'est fait depuis 2002 chez vous et les changements que la coalition a vécu. Peut-être, Mathieu, voulais-tu prendre 2 minutes? Oui, bien écoute, on a juste un petit message. On souhaite, comment dire, cette année, on a un partenaire qui a continué sa participation avec l'accident de parcours pour une 2e année, Primaco, qui œuvre dans le financement de primes d'assurance. En fait, nous supporte toujours pour une 2e année comme partenaire principal. Il évolue sous plusieurs points au niveau technologique. Puis ce qu'on veut souligner cette semaine, c'est vraiment leur façon de faire, leur ouverture à utiliser leur technologie et on va utiliser l'anglicisme, brander avec l'image du courtier. Donc oui, Primaco offre une solution, mais le courtier peut l'utiliser en plus avec sa propre image de marque dans les financements de primes. Donc c'est une belle évolution qui propose au réseau de courtiers. Bien bref, on les remercie. Et puis, j'ai hâte qu'on continue avec eux. Oui, définitivement. Merci. Merci à Primaco également. Alors, la coalition. Puis là, je vais le dire au complet, puis après ça, on pourra peut-être rester sur la coalition pour le restant de l'épisode. Donc, c'est la coalition pour une relève en assurance de dommages. Depuis 2002, tu disais tout à l'heure? 2002. Comment ça s'est passé, la création en 2002? La création en 2002 a été spontanée et cette solidarité au niveau de l'industrie a permis justement d'accomplir
des partenariats qui sont au nombre de 50. Il faut se rappeler qu'en 2002, il y avait 11 maisons d'enseignement qui offraient un diplôme en assurance de dommages, soit le DEC, diplôme d'études collégiales, ou l'AEC, l'attestation d'études collégiales. Merci de le préciser. Oui. Alors donc, ça, 11, on est aujourd'hui rendu à 30 maisons d'enseignement. Puis on a fait également 20 autres partenariats pour permettre à toute l'industrie de l'assurance de dommages, parce qu'il faut réaliser que c'est 13 milliards de primes aujourd'hui, c'est 35 000 professionnels qui y œuvrent, dont 15 500 certifiés. Nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, là, puis je fais des sauts là, dans le temps, 2012, la coalition s'est dotée d'un conseil d'administration dont je vous ai parlé tantôt, où on retrouve des gens de Finance Montréal, qui est la grappe financière, mais tu as la Commission des partenaires du marché du travail. Je ne commencerai pas à tous les énumérer, mais ce sont des outils essentiels pour pouvoir promouvoir nos actions, nos stratégies face aux défis de pénurie de main-d'œuvre. Donc, la coalition, en 2002, avait ciblé 4 publics cibles. Les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes vont répondre uniquement à 54 % des emplois. Tu as les gens en réorientation de carrière, puis on le voit bien avec la COVID. On a vu beaucoup de gens. Et pour nous, c'était notre meilleure année au niveau de la coalition en termes d'adhésion. Ensuite, l'immigration, extrêmement... c'est un élément pivot pour nous. Et quatrièmement, nos jeunes retraités actifs. Il faut les garder le plus longtemps possible dans l'industrie. C'est des mentors, c'est des gens qui ont un savoir extraordinaire à transmettre. Ouais. Donc, ça, c'est 4 publics cibles en 2002, mais si on se regarde 20 ans plus tard, ils sont encore d'actualité. Et d'autant plus, il faut établir des nouvelles stratégies. Je dirais que l'autre point essentiel, important, c'est en 2018, où la coalition s'est assise avec ses partenaires, principalement les maisons d'enseignement, pour déterminer les compétences du futur. Parce que la coalition, c'est pas seulement que les courtiers, agents, experts en sinistres, souscripteurs. C'est beaucoup plus. Puis, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est le cyber-risque, c'est le cannabis qui est apparu. Il fallait absolument que l'industrie soit en amont au fait des conséquences, que ce soit une assurance individuelle, commerciale et autres. Donc, les compétences du futur... On s'est établi, puis on s'est dit, écoutez, il faut attirer un plus grand nombre de joueurs dans l'industrie, que ce soit en informatique, que ce soit en marketing, que ce soit en vente pure, en comptabilité, en actuariat et autres. Donc, la coalition, et aussi, on a demandé à nos partenaires maisons d'enseignement de changer leur façon de faire dans l'enseignement, dans le transfert du savoir. On a dit, il faut aller dans le modèle formation en entreprise, alternance travail-études. On va y revenir éventuellement. Donc, ça, c'était un enjeu majeur, ce qui nous a permis de mettre sur pied les différents programmes. Puis quand est arrivée la pandémie, on était prêts. Et on aura l'occasion d'en parler davantage. Donc, votre mandat, là, il est vraiment plus large qu'il était avant. Et c'est ça, et c'est pour ça. Très ciblé, puis là, c'est vraiment tout... En fait, tous les gens qui pourraient être dans une entreprise, que ce soit chez un assureur, chez un courtier ou autre, vous ciblez ces gens-là. Donc, vous sortez vraiment de juste la personne qui doit devenir un professionnel. Alors, on a réalisé justement, et les entreprises, que ce soit nos partenaires comme la Corporation des assureurs de dommages directs, qui est le RCCAQ. C'est quoi déjà le RCCAQ? Le regroupement des cabinets de courtage au Québec. C'est bien placé, Mathieu. Le CADD, c'est la Corporation des assureurs de dommages directs. Tu as le BAC, Bureau d'assurance du Canada et autres. Les gens se sont dit, nous, là, on a besoin d'attirer des candidats dans plusieurs disciplines. Puis on va rendre ça attractif pour les jeunes puis les gens en réorientation de carrière. Donc, la coalition, qui était la coalition pour la promotion des professions d'assurance de dommages, est devenue la coalition pour une relève en assurance de dommages. Alors, quelles que soient les professions, donc dans nos messages, dans nos réseaux sociaux, continuellement, on parle de l'ensemble de l'activité professionnelle qui gravite dans notre secteur d'activité. Et ça s'est fait en 2018? Oui. 2018, on avait commencé à réfléchir là-dessus. 2019, on s'est préparé. Puis juste avant la pandémie, on lançait notre nouveau programme parce que les maisons d'enseignement ont offert cette façon de transmettre le savoir avec l'optimisation
de l'AEC. OK? On va en parler. Oui, dans un instant. C'est bon. Puis, 2018, 2019, 2020, puis ça tombe au moment où toi, tu es arrivé sur le board, tu peux dire, là, sur le... Oui, exactement. Comment tu as vécu ça? Bien, moi, tu sais, pour moi, la coalition, c'est vraiment un levier important pour tous les employeurs dans le domaine de l'assurance. Fait que pour moi, de faire partie de ce groupe-là, je le disais tantôt, ça me permettait d'aider tous les employeurs du domaine et les autres intervenants à pouvoir bien positionner ces carrières-là. Puis on a changé, hein, Robert, aussi le branding, excusez l'anglicisme, oui. là, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il fallait adapter nos façons d'aller chercher l'intérêt envers les professions de l'assurance de dommages. Puis même, on essaye d'aller semer des graines un petit peu plus tôt auprès d'une clientèle un petit peu plus jeune qui commence à réfléchir à une carrière pour plus tard, puis comment on vient... Au secondaire? Oui, tout à fait, oui? au secondaire, quand les jeunes commencent à réfléchir un peu avec ce qu'ils aimeraient faire. Le domaine de l'assurance de dommages, on en a parlé, hein, on est pas mal toutes là par accident, Oui. mais comment on essaye que ce soit pas un accident, que les gens découvrent ce domaine-là un petit peu plus jeune, puis qu'ils s'y intéressent, puis qu'ils veulent y faire carrière. Fait que la coalition, pour moi, c'est vraiment un levier super important. Puis on se donne des stratégies, on est proactif même. On a quand même un groupe qui est très dédié, très créatif. On souhaite se démarquer dans le marché. La compétition, là, est pas juste entre assureurs, courtiers, etc., est avec tous les employeurs du Québec. Toutes les industries. Toutes les industries avec le taux de chômage qui est très bas. Fait qu'on se pose la question sur comment on se démarque comme industrie au niveau de l'assurance de dommages. Puis c'est là-dessus que la coalition met l'emphase. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour attirer les jeunes vers nos professions et les autres, évidemment, groupes que Robert a nommés. Puis aussi sur la rétention, tu as un programme comme l'AEC, puis on va en reparler dans quelques minutes, mais c'est aussi un levier de rétention parce que tu assures une meilleure intégration des gens dans la profession. Fait que la coalition, pour moi, c'est vraiment un organisme hyper important dans le domaine de l'assurance de dommages. Puis c'est un privilège pour moi de pouvoir y contribuer puis de travailler avec ce groupe de personnes-là qui ont tous le même objectif, puis c'est de faire connaître et de valoriser les professions dans l'assurance de dommages. C'est vraiment, on touche autant les assureurs qui traitent avec des courtiers, les assureurs directs. Tu sais, il n'y a pas de différence au niveau de la coalition, là. C'est vraiment pour l'ensemble de l'industrie. Tout à fait. Et on est devenu le PEP de l'industrie en assurance de dommages parce que, justement, par nos façons de faire, par nos relations avec... que ce soit les membres, que ce soit avec les différents réseaux sociaux. Mais quand Myriam parlait de stratégie, on fait du géorepérage auprès des jeunes dans les écoles où on sait que, tel public cible ou telle école est près d'un cégep qui donne la formation en assurance de dommages. Comment on peut leur envoyer des messages puis les intéresser? Bien, on a eu au dernier conseil d'administration le rapport de notre firme d'experts dans le domaine qui nous a révélé des chiffres absolument hallucinants, extraordinaires, et il les comparait avec d'autres types d'industries, puis il disait, vous autres, là, vous vous démarquez maintenant dorénavant. Alors donc, c'est important d'être le PEP de l'industrie de l'assurance de dommages, parce que c'est pas évident. On a des paradigmes à mettre de côté, puis on y parvient grâce à la solidarité de tous les membres de l'industrie. C'est ça qui est beau. Après 20 ans, là, tu vois ça, puis moi, j'en suis très fier. Et on a des demandes, que ce soit de pays étrangers ou autres. J'ai eu un appel justement hier de président d'une organisation qui fait de la formation dans le service financier. Comment vous vous y êtes pris? Comment vous pouvez m'aider? Comment vous pouvez surtout... m'aider à éviter de faire des erreurs parce qu'il a commencé à me parler de son plan d'affaires. Je dis, fais attention à ceci, fais attention à ça. C'est ça qui est intéressant comme industrie. Et puis, je dirais, du point de vue mercantile, en 20 ans, on a des cotisations sur une base volontaire. Et dois-je vous dire qu'à chaque année, on dépasse nos objectifs. Ah oui. Mais c'est parce qu'il faut être performant, il faut être en mesure de mesurer le résultat de nos actions. Et puis ça, on est capable de le démontrer de plusieurs façons. Donc, on est allé chercher de chacun des compétiteurs notre crédibilité,
Puis les gens, on leur met sur la table exactement nos enjeux, nos défis. Puis voici ce qu'on a de besoin, comment vous pouvez nous aider. Mais c'est vraiment une harmonie. Quand tu dis que vous êtes allé chercher chacun de vos compétiteurs, tu fais référence à... Bien, quand je regarde l'Institut d'assurance de dommages du Québec qui s'envoie dans un cadre de formation, le RCCAQ a son propre programme, le BAC, le CADD, comme j'ai expliqué tantôt, l'Association des experts en sinistres ont des défis importants. Par les temps qui courent avec ce qu'on a vécu depuis une semaine, ils sont fort occupés. Mais il reste que chacun des partenaires a son propre agenda. Ouais. Et nous, à la Coalition, c'est de tenter de trouver des solutions pour également leur permettre de résoudre leurs difficultés. Je me souviens que la Corporation des assureurs de dommages directs, l'enjeu de la pénurie était un enjeu qui était sur l'agenda tout le temps. Maintenant, ils ont vu le bilan de réalisation de la Coalition, puis ils ont dit, dorénavant, nous autres, tout ce qui touche main-d'œuvre, c'est la Coalition qui s'en occupe. Okay. Alors ça, c'est beau, parce que ça permet de rejoindre les forces, ça permet d'investir les sous au bon endroit, et puis de pouvoir... Je vais donner un exemple concret. Nous, on mesure ça, c'est par les demandes d'examen à l'Autorité du marché financier. Alors, bon an, mal an, on a besoin de 1500 personnes par année. Alors, cette année, l'année passée, donc pendant les chiffres de 2021, on a eu 261 candidats de plus qui se sont présentés. C'est un record en 20 ans. Donc, ça, quand tu présentes ça à ton conseil d'administration, puis tu dis, voici, ce sont les faits. Alors, quand tu as besoin d'outils pour investir en promotion, bien, ça vient naturellement. J'imagine que vous avez développé aussi un bon réseau de contacts dans les institutions scolaires, les cégeps, les universités peut-être. Comment ça se passe, la relation avec les institutions scolaires? Mais d'abord, on a des représentants sur le CA qui proviennent des établissements scolaires, donc qui sont partenaires avec nous dans l'élaboration de ces solutions-là. Puis on a des collaborateurs aussi qui s'investissent, je pense à Kathleen, là, vraiment à trouver des solutions avec nous puis qui sont proactifs. Fait que c'est une collaboration, vraiment une belle collaboration qui fait qu'on a les résultats qu'on a aujourd'hui puis qu'on est capable de développer des stratégies qui vont être payantes. Puis je t'écoutais, Robert, puis où on est rendu aujourd'hui, la coalition, c'est parce qu'on a réussi à amener de la valeur. Puis c'est ça. Ça s'est vécu, ça s'est vu. Fait que on a une place aujourd'hui privilégiée, mais qui vient de tout ce qui a été bâti au cours des 20 dernières années. Ça fait 20 ans je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire. On participe à 50 événements par année, la Coalition. Tu sais, tu as des salons d'emploi, tu as les maisons d'enseignement qui ouvrent des séances d'information pour les étudiants secondaires et autres. Et c'est pas Myriam et moi qui vont aller essayer de convaincre ces gens-là. Ça nous prend des ambassadeurs. On a 300 ambassadeurs. Donc, c'est des gens qui sont dans l'industrie qu'on invite à communiquer avec la Coalition, puis de devenir des ambassadeurs. Puis à chaque événement que nous avons, ils sont là pour parler à des intervenants. Est-ce que vous en cherchez tout le temps, les ambassadeurs? Tout le temps. C'est-tu juste des gens que ça fait longtemps dans l'industrie ou ça peut être aussi des gens que ça fait quelques années? Voilà. Les gens en réorientation de carrière qui arrivent dans notre domaine à 42 ans, bien, à 43, ils ont 1 an d'expérience. Puis qu'un jeune qui a commencé à 18 ans, 13 ans plus tard, il y a 13 ans d'expérience. Donc, quant à nous, là, il faut aller en chercher dans tous les groupes d'âge, compte tenu de nos stratégies par rapport à nos publics cibles, parce que les gens arrivent chez nous à tout âge. Donc, comme ambassadeur, on doit avoir des gens de quelque niveau que ce soit. On fait la journée de l'assurance de dommages avec des kiosques. On va présenter une centaine d'étudiants. Tu vas avoir une vingtaine d'employeurs qui sont là, qui vont bénéficier de rencontres privilégiées avec des jeunes ou des gens qui sont en réorientation de carrière et puis permettre d'échanger et autres. Donc, pour nous, comme le disait Myriam, on a développé des outils importants. Academos, c'est très important pour nous autres. Oui, je voulais en venir. J'aimerais ça que tu nous en parles aussi, Academos. Academos, leur vocation première, c'est d'assurer un mentorat. Et ça fait partie de la coalition? Academos, c'est un partenaire. On contribue financièrement au succès de l'Academos, mais en même temps, nous, on s'assure que dans leur présentation, on a un mot qui est dirigé vers l'assurance de dommages. Donc, et on a fait des capsules avec des gens qui sont
de milieux, soit d'expériencistes ou d'autres courtiers, puis ils vont faire part avec des comédiens, et Academos, le mentorat, c'est important, et on demande aux gens de l'industrie de joindre les rangs d'Academos, parce que l'ARAC, qui est l'Association pour la relève en assurance au Québec, qui est un de nos partenaires et membres du conseil d'administration, nous, on amène les gens, puis eux autres, ils doivent les conserver dans l'industrie. Ouais. Parce que toutes les industries sont confrontées à des changements de carrière. Les jeunes aujourd'hui, puis les moins jeunes, ils veulent changer sur des défis. Ça peut être aux 6 mois, 10 mois, d'autres, c'est à 3 ans. Donc, dépendamment de ton questionnement, tu veux faire appel à quelqu'un qui a de l'expérience puis qui va t'aider à poursuivre ou à éliminer des difficultés. Bon, ça peut être quelqu'un qui a 30 ans d'expérience, ça peut être quelqu'un qui a 10 ans, 5 ans d'expérience. Academos, c'est ça. Les mentors vont pouvoir parler à d'autres candidats et on invite les professionnels du domaine de l'assurance de dommages à s'abonner à Academos, à devenir un mentor pour aider l'ensemble des gens de l'industrie. Parce que ça coûte très cher, nos investissements. Pensez là, que nous, à coût de 500-600 000 par année qu'on investit dans la promotion depuis 20 ans, ça fait beaucoup d'argent. Mais une fois qu'ils sont là, il faut les garder. Oui. Alors donc, Academos, c'est un partenaire important. Beaucoup de professionnels qui ont joué les rangs? Oui. Je ne pourrais pas te dire le nombre, là, mais on parle de peut-être 100-150 mentors qui sont Est-ce que c'est souvent des gestionnaires, c'est des certifiés? On trouve de tout. Okay. Puis c'est ça qu'on cherche. Parce qu'aujourd'hui, là, les candidats qui ont pris un parcours traditionnel d'agent, courtier, expert, souscripteur, vont devenir éventuellement des gestionnaires de premier niveau. Ils vont devenir, après ça, des gestionnaires de deuxième niveau. Puis Myriam pourra en parler parce que, faut le dire, ce midi, on a quand même discuté de ça, puis c'est aujourd'hui, c'est une panoplie de candidats, d'expertise, de savoir-faire, de savoir-être. Et Myriam nous a témoigné d'initiatives intéressantes que son organisation a mis de l'avant qui pourraient facilement être adaptées à tous les types de cabinets qu'on retrouve dans notre assurance. Fait que Myriam, moi, je t'invite d'en parler de ta cellule agile. Oui, je peux bien vous parler de notre cellule agile. En fait, ce qu'on discutait ce midi, c'est que le marché du travail doit évoluer pour répondre un peu plus aux attentes des candidats, des employés. Puis, évidemment, ce que les gens recherchent, c'est de la flexibilité, oui, dans l'équilibre du travail, mais c'est aussi l'opportunité au sein de l'organisation de pouvoir se développer, de pouvoir toucher à différentes tâches, différentes responsabilités, que ce soit dans le même rôle ou évoluer vers différents rôles. Et je donnais l'exemple d'un mode de travail là, qu'on développe de plus en plus au sein de l'organisation. C'est le mode agile qu'on appelle, donc où on vient chercher pour adresser, par exemple, des enjeux d'amélioration continue, on vient chercher de l'expertise de différents types de métiers, différentes professions dans l'organisation et on se crée une cellule qu'on appelle une cellule agile ou une cellule qui se gère de façon, je vais dire, semi-autonome, où on dit voici l'irritant sur lesquels on souhaite que vous vous penchiez. Et là, on a tous ces experts, ces expertises-là qui travaillent en collaboration ensemble pour trouver une solution à l'irritant que nos membres clients nous ont signifié. Fait que c'est vraiment un mode de travail que les gens adorent parce qu'on vient de leur donner de l'autonomie, on vient de leur donner aussi un certain pouvoir d'influencer comment l'organisation fait les choses, les processus, nos façons de faire. Fait que c'est quelque chose qui interpelle beaucoup les gens. Puis je pense que comme employeur, comme organisation, il faut savoir évoluer dans nos méthodes de travail, on ne peut plus rester dans le traditionnel parce que là, ça répond pas aux besoins de notre main-d'œuvre actuelle. Fait qu'il faut trouver des moyens pour venir vraiment adresser ces attentes-là puis offrir des milieux de travail, un environnement de travail dynamique où les gens vont pouvoir s'accomplir, mais pas en faisant toujours le même rôle de façon traditionnelle. Fait qu'on est vraiment dans des nouveaux modes de travail pour permettre de faire évoluer nos gens dans
contribuer à différents mandats, élaborer des solutions, etc. Fait que c'est quelque chose qui est bien intéressant et apprécié chez nos employés aussi. Oui, définitivement. Ça doit être fort apprécié aujourd'hui. Ça fait le pont un petit peu avec un autre sujet qu'on voulait parler tout à l'heure. On dit depuis longtemps, puis même quand vous étiez au niveau de la chat, vous étiez déjà à prévoir un manque, une pénurie de main-d'œuvre, un manque d'opportunités. Puis là, on parle de quoi, 2000? On a parlé de 99-2000, puis le temps de s'organiser, on l'a lancé en janvier 2002. Donc, ça date pas d'hier. Là. Ça fait un bout qu'on entend. Puis là, on est dans un moment crucial de cette manque de pénurie, puis on risque de devoir vivre avec ça pendant un certain temps, veut pas. Donc, on doit s'adapter en tant que gestionnaire, en tant qu'industrie, en tant qu'entreprise, veut pas. Puis ça, je pense que c'est un bon moyen aussi de venir aider à ça. Academos en est un. Programme de mentorat. Je suis curieux de savoir, est-ce que chez Desjardins, vous l'utilisez? Est-ce qu'il y a des gens chez vous qui ont participé? J'imagine que oui. Tout à fait. Et notre président, M. Cormier, est un fervent. Ah oui? Ah oui, très engagé dans Academos, très présent aussi. C'est vraiment un organisme qui l'a à cœur et lui-même. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir appliquer puis oui. le trouver comme mentor. Comme mentor, tout à fait. Donc oui, c'est des initiatives comme ça dans lesquelles Desjardins s'implique parce que le mentorat, c'est prouvé, hein, c'est un outil de développement vraiment très puissant et de donner accès justement à des mentors d'expérience aux gens qui commencent ou des fois, c'est pas nécessairement des jeunes qui commencent, c'est des gens qui ont quand même une expérience mais qui ont besoin d'un coup de pouce pour atteindre un autre niveau ou partir d'une entreprise ou quoi que ce soit. Fait que c'est le genre d'initiative, évidemment, que notre organisation supporte. Et on a aussi, à l'interne, un programme de mentorat chez Desjardins où on donne accès à nos gestionnaires employés entre eux de se pairer. Hein? On fait des pairages entre mentor-mentorat selon ce que la personne souhaite développer, ce que le mentor peut amener. Et on vient faire ces pairages-là et ça s'échelonne sur plusieurs mois, cette relation de mentorat-là. Donc, c'est un programme aussi très populaire chez Desjardins, puis ça donne vraiment des super beaux résultats. Le mentorat, ça permet de développer la confiance, ça permet des fois de voir des choses que tu peux faire que tu n'aurais pas pensé que tu pouvais faire. Fait que ça amène vraiment les gens à un autre niveau. Donc, c'est des super programmes qui sont aussi bien appréciés. Si on peut profiter de l'occasion de peut-être avoir avec nous, parce que on a parlé déjà de ressources humaines dans un précédent épisode, mais là, on a quelqu'un qui est vraiment là, en entreprise, une grande organisation. Donc, vous avez des ressources, vous avez, j'imagine, une équipe de ressources humaines. On est dans une période là, qu'on sort de la pandémie. Il y en a qui reviennent au bureau, il y en a qui décident de rester à la maison. Comment... De façon générale, comment vous vivez ça? Comment vous gérez ça avec je ne sais pas si c'est plusieurs milliers d'employés, oui, mais... 50 000 employés chez Desjardins. Donc, tu sais, comment c'est vécu? J'aimerais ça entendre un peu sur ce sujet-là. Oui. Bien, d'abord, peut-être reculer au début de la pandémie, hein, une grosse organisation, plus de 50 000 employés, qui du jour au lendemain a dû se retrouver pour la grande majorité des employés en télétravail. Ça a été tout un virage à faire pour notre organisation, de dire qu'on était capable, en si peu de temps, d'avoir les outils technologiques, réseaux et compagnie pour pouvoir avoir cette quantité-là d'employés en télétravail. Ça a été quand même un virage assez important. Mais ce virage-là, ce qui a amené, évidemment, au cours des... Ça fait plus de 2 ans aujourd'hui. C'est vraiment certains paradigmes qui ont tombé. Hein? Cette perception-là que parfois le télétravail, ça pouvait nuire à la productivité, notamment. On a tous déjà entendu ça. Ce que les 2 dernières années nous ont démontré, c'est que c'est faux. Le télétravail peut même amener une meilleure productivité. Donc, il y a des individus qui s'y plaisent plus que d'autres, mais de façon globale, ça nous a démontré que c'est possible de faire du télétravail et de demeurer productif, efficace et compagnie. Là, on entre dans une nouvelle phase qui est évidemment l'implantation de ce qu'on appelle nos nouveaux modes de travail. Donc, une approche de façon générale dans l'organisation hybride, à quelques exceptions près, évidemment, dépendamment de la nature du rôle des différents employés de l'organisation, mais l'approche chez Desjardins, c'est beaucoup dans la flexibilité.
on souhaite évidemment une certaine présence sur les sites afin de recréer des synergies, de recréer, justement, on parlait du mentorat, mais il y a quelque chose qui se passe aussi dans les échanges en personne, qu'on ne va pas chercher nécessairement en virtuel. Donc, de croiser des collègues, d'échanger, de régler des fois des petites choses qu'on règle de façon impromptue au bureau, que là, ça se fait plus en virtuel parce qu'il faut que tu t'appelles pour... Puis là, des fois, c'est comme une petite affaire. Fait qu'on essaie quand même de recréer, d'aller rechercher ce que la présence physique nous apporte, tout en donnant de la flexibilité au niveau, évidemment, des employés selon leurs besoins. Donc, on est dans une approche hybride flexible de façon générale. Tranquillement, là, on vient d'entamer au mois d'avril là, de façon plus concrète l'implantation de nos modes de travail. Mais aujourd'hui, ce que les gens recherchent, là, puis vous pouvez aller voir n'importe quelle étude, là, on dit toute la même chose, c'est de la flexibilité. Ouais. Donc, c'est ce qu'on essaie d'offrir le plus à nos employés. Puis on est aussi dans... Desjardins, c'est une organisation très humaine. On est beaucoup dans le bien-être. On est beaucoup... ce que ça nous a fait aussi réaliser, la pandémie notamment, c'est à quel point on doit avoir une approche personnalisée, plus adaptée en fonction des besoins de chaque employé. T'sais, des fois, on pense aux parents de jeunes enfants qui vont à la garderie, qui tombent malades, etc. Mais on a aussi des employés qui ont des parents vieillissants auxquels ils doivent prendre soin aussi. Fait que chaque employé a sa réalité, chaque employé a... c'est pas un modèle qui fonctionne pour tous. Exact, donc, pas un one size fits all. Fait que j'essayais de traduire. Oui, je m'excuse, je l'ai dit en anglais, mais fait qu'on est beaucoup dans des approches un peu plus adaptées en fonction de chaque individu, que ce soit dans les modes de travail, dans la reconnaissance. On en parlait un petit peu ce midi. La reconnaissance, c'est plus une méthode qu'on applique, bien, c'est plus. Ça n'aurait jamais nécessairement dû être ça, mais une méthode systématique qu'on applique, une méthodologie, c'est vraiment adapté à chaque individu en fonction de qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qu'il souhaite, elle souhaite comme reconnaissance. Fait que c'est vrai pour la reconnaissance, c'est vrai pour la flexibilité, la conciliation vie personnelle, travail, etc. On a souvent appelé ça la conciliation travail-famille, mais c'est pas juste les gens qui ont des familles qui veulent une conciliation. Fait qu'aujourd'hui, on est plus dans la conciliation travail-vie personnelle. Fait que l'idée, chez Desjardins, on est vraiment dans l'approche personnalisée, dans le bien-être, dans, je le disais tantôt, la flexibilité. On est aussi... les gens, de plus en plus, accordent une grande importance à certaines valeurs, notamment les valeurs plus humanitaires, de donner dans la communauté, du bénévolat, s'impliquer auprès des gens qui ont plus besoin. Le développement durable, c'est rendu vraiment un sujet qui est très, très, très important. De plus en plus, les gens sont sensibles à ça, puis ils recherchent. Des fois, là, je vais me le faire poser en entrevue. Vous faites quoi, Desjardins, en termes de développement durable? C'est quoi vos pratiques? Donc, au c'est niveau de l'environnement. l'interviewé qui devient intervieweur. Oui, dans ces cas-là. C'est un peu ça la dynamique. Mais les gens s'informent sur les valeurs de l'organisation, qu'est-ce qu'on fait pour les communautés, qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement, etc. C'est des choses de plus en plus importantes. Fait qu'il faut savoir, comme employeur aussi, s'adapter à ça, puis être vraiment... chez Desjardins, c'est dans notre ADN, ces éléments-là. Puis il faut savoir aussi les mettre en valeur de nos approches très humaines et toute notre sensibilité à la communauté. On est très présent. Donc c'est tous des éléments qui, de plus en plus, les gens recherchent quand ils cherchent un métier, un emploi. C'est des choses auxquelles ils portent plus grande attention. Je trouve ça bien que tu puisses partager ça avec nous parce que, tu sais, Desjardins est quand même un leader dans l'industrie comme d'autres, mais tu sais, on pense qu'il y a tellement de moyennes, petites entreprises dans le domaine. Donc, tu sais, c'est des bonnes façons d'aller chercher puis de s'inspirer aussi pour d'autres. C'est le bon mot, exactement. Des pratiques. Parce qu'on veut un domaine qui se tient puis qui... Comment dire qu'il n'y a pas des disparités flagrantes. Fait que merci. Merci de partager cette information-là. C'est super apprécié. Oui, puis c'est le genre de choses qui va aider l'industrie justement à
faire venir des nouveaux candidats Absolument. si on est en mesure de pouvoir Absolument. offrir ce genre. Comment on se démarque. Oui, vraiment. Revenons, puis parlons un petit peu du projet pilote que vous avez... dont on est très fiers. Oui, très fiers. Je pense que ça serait important de le nommer, puis justement... Là, On a le mode dont le DEC, diplôme d'études collégiales, qui est 3 ans, qui donne un diplôme permettant aux professionnels d'œuvrer soit en assurance vie, en domaine financier ou assurance de dommages. De l'AEC, spécialisé en assurance de dommages. Et nous, la 3e voie qu'on a mis de l'avant, c'est l'AEC optimisé 1.0 en entreprise, en mode travail-études. Bon, ça fait quoi, ça? Et la coalition, comme promoteur collectif, est allée chercher auprès de la Commission des partenaires du marché du travail une subvention fort importante qui permet non seulement de piloter le travail, de travailler avec les maisons d'enseignement, les cabinets. On a invité à travers toute notre membership les gens à participer comme cabinet. Il y en a 7 cabinets qui se sont inscrits. Et on a accueilli, dans un premier temps, 29 étudiants. Et, juste faire une parenthèse, tu dis cabinet, est-ce que c'est assureur aussi? Cabinet, pour nous, là, c'est cabinet d'expertise enseigniste, cabinet de courtage, cabinet d'assureur direct ou assureur à courtier. Donc, des assureurs le cabinet, comme Desjardins. Cabinet de tout le monde. Parfait. Et d'ailleurs, Desjardins était un des partenaires à l'intérieur de ce projet-là. Et les 29 candidats, c'est tout un addon. Il y a, sur le 29, moitié-moitié, il y en a qui venaient de l'interne, puis d'autres de l'externe. Il faut savoir que les cabinets font des salons d'emploi, vont dans les écoles, puis font du profilage. Puis là, ils invitent les gens à venir dans leur cabinet, ce qui est tout à fait normal. Et d'autres qui ont à l'intérieur des ressources qui font 15 ans, 18 ans, comme techniciens en assurance, mais qui n'ont jamais été chercher un diplôme d'études collégiales, puis qui voudraient passer à un autre niveau. Donc, on avait 2 catégories et l'enseignement se fait en 3 blocs et ça permet, dès le départ, d'encadrer sur le plan déontologique, informer les candidats quoi faire puis quoi ne pas faire. Et par la suite, tu as un bloc en assurance des particuliers qui permet d'aller chercher par la suite ton certificat, puis après ça, tu finis avec ton assurance d'entreprise. Donc, ça dure combien de temps, le programme? 970 heures. OK, c'est sur 9 mois. Okay. Et ça a commencé... alors, c'était un succès. Notre taux de diplomation est équivalent à ce qu'on retrouve au niveau des AEC traditionnels. Et l'objectif, c'était de faire un post-mortem 360 avec tous les intervenants, que ce soit les cabinets, que ce soit les candidats, que ce soit les enseignants, que ce soit au niveau de l'industrie, pour dire comment on peut parfaire. Et puis là, on fait une deuxième demande parce que notre objectif, c'est de l'étendre à l'échelle du Québec avec le plus grand nombre de participants. Donc, on a fait une demande. Le conseil d'administration, la semaine dernière, a unanimement résolu de déposer cette demande-là pour qualifier 240 candidats qui vont dans les prochains mois. Alors, et cette formule-là, bonifiée, parce que, veux pas, quand tu fais un projet pilote, tu apprends un peu de tes erreurs, puis tu essaies de tenir compte des considérants de chacun. On est extrêmement enthousiaste là, à l'idée de mettre sur pied le plus tôt possible notre programme 2.0. 2.0. Puis parlons-en peut-être plus en détail du programme 2.0. Myriam, tu pourras peut-être me renseigner là-dessus, mais je comprends, on dit programme AEC entreprise. Donc, il y a un mélange de formation et d'accompagnement d'entreprise. Exactement. Dans le fond, c'est que les gens ils ont des séances traditionnelles à l'école, donc dans le cégep notamment, où là, ils ont des cours théoriques, mais c'est entrecoupé par des moments chez les employeurs. Donc là où Myriam, je te corrige, parce oui. que ça ne se fait pas dans les maisons d'enseignement. Tout se fait à distance. Oui, c'est effectivement. Okay. C'est contraire. L'AEC traditionnel, elle a raison, mais dans celui-là, la particularité, c'est que ça se fait en entreprise. Oui. Donc, un cégep qui est en Ottawa, il peut répondre à un cabinet, et puis un candidat qui est à Gaspé ou qui est à C'est ça. Alors,
Vas-y. Mais Oui. vas-y, Robert. Non, vas-y, ça va bien. Mais est-ce que le candidat il est rémunéré pendant qu'il fait ses cours? Bon, alors, ce qui arrive, c'est que, bon, là-dessus, là, je vais... Non, mais j'ai d'autres questions. Non, mais c'est un petit peu Non, plus c'est bien technique. correct. C'est là que la coalition a rendu son programme attractif au niveau des cabinets. C'est qu'on rembourse. Le cabinet engage la personne, fait partie de ses effectifs. Ils vont faire du travail. Il peut leur offrir 25 $ de l'heure, mais nous, on rembourse 15 $. Donc, 15 $ de l'heure, 970, si vous faites votre calcul, ça donne 13 050. Donc, un cabinet là, qui paye une cotisation, qui a 2 membres, là, 21 $ chaque, je pense que c'est rendu à 20, fait 42, il peut aller chercher au bout de la ligne beaucoup. Et donc, on rembourse parce que l'industrie contribue, elle aussi. C'est un programme qui est quand même assez important compte tenu de la rémunération qui leur est offerte. Donc, nous, comme promoteurs collectifs, via les subventions, on rembourse l'employeur à raison de 15 $ de l'heure multiplié par 970 heures au cours de l'année. Vas-y, Myriam. Non, mais c'est ce qui rend le programme, évidemment, fort intéressant pour les candidats. Puis effectivement, ça permet d'apprendre du théorique à distance, mais de mettre ça en pratique rapidement. Puis là, il y a un cheminement qui se fait. Là. On en parlait justement ce midi, là, le volet particulier. On évolue au cours de la formation jusqu'au volet plus commercial au niveau de l'assurance des entreprises. Fait que, il y a différentes phases au programme. Puis à chaque fois, il y a un volet où l'employé va venir mettre en pratique la théorie. Fait que l'apprentissage se fait, je dirais, plus en douceur que d'avoir un gros bloc théorique pendant plusieurs mois. Puis là, après ça, on arrive sur le marché du travail. Puis là, on met tout ce qu'on a appris dans les derniers mois en pratique. Parce que c'est une expertise, là. C'est très, très technique. Fait que ça permet cet équilibre-là, ce qui rend ça un petit peu plus en douceur pour les gens qui commencent dans le métier. Puis ça permet, ultimement, ce que ça va permettre, parce que là, évidemment, on est en pilote, on va commencer à avoir des plus grosses cohortes, probablement une meilleure rétention. Tu sais, le temps saura nous le dire, mais je pense que de pouvoir intégrer dans le métier de façon un petit peu plus entrecoupée comme ça, graduellement, exactement, ça va permettre une meilleure adaptation au métier, puis probablement une meilleure rétention. Mais Alexandre, je voudrais rajouter quelque chose à ce que vient de dire Myriam, puis c'est bien important. C'est que, surtout pour les gens qui sont dans l'entreprise déjà, puis qui ont œuvré, on a ce qu'on appelle un outil, la reconnaissance des acquis des compétences, le RAC. Ça permet, puis surtout en mode alternance travail-études, sur les 970 heures, il y a jusqu'à 270 heures qui vont être accréditées par le fait que tu travailles en même temps que tu fais ton apprentissage. Puis ça, beaucoup d'employeurs ne l'ont pas réalisé au cours du projet. Alors, pour nous, c'est important. Et souvent, le modèle est ainsi fait que quelqu'un qui a 10 ans, 13 ans, 8 ans d'expérience dans une entreprise, qui n'est pas un diplômé certifié, on va évaluer ses compétences, puis on va lui donner des crédits en fonction de l'acquisition des compétences qu'il a faites au cours de son parcours. Et ça va venir contribuer à son diplôme. Puis c'est non négligeable de voir accréditer jusqu'à 270 heures à l'intérieur de ton parcours par cette approche d'alternance travail-études. Et qui fait le recrutement des participants? Est-ce que c'est des gens qui appliquent de l'externe ou c'est les cabinets qui identifient les gens? C'est un bel enjeu. La coalition met de l'avant par ses outils de communication. Puis je vous invite à aller voir notre site, puis vous allez voir au niveau du site web. C'est de faire en sorte que les gens qui entendent parler de ce nouveau programme, de lever la main, de communiquer avec la coalition, puis de se dire, moi, je suis intéressé, soit en tant que cabinet ou en tant que candidat, on collige toutes ces informations-là, puis éventuellement, au niveau du programme 2.0, on va avoir des critères pour permettre justement d'identifier les prochains joueurs qui vont déployer le programme d'ASC 2.0. Parce que Robert le disait, il y a des gens qui sont déjà employés de l'organisation. Donc, c'est sûr que là, c'est l'organisation aussi qui va venir promouvoir ce programme-là puis d'aller chercher des gens de l'interne. Fait que c'est un travail de collaboration pour trouver les candidats. On ne vous cache pas, Alexandre et Mathieu, qu'on a des ambitions à la coalition. Le Conseil en est parfaitement conscient.
On a eu le 1.0, le 2.0 s'en vient, mais il y aura le 3.0 puis le 4.0 éventuellement. Parce que c'est de loin la façon. Et ce qui est la beauté de tout ça, c'est que nos partenaires maisons d'enseignement embarquent dans le processus. Souvent, tu vas te dire, ben non, on voudrait garder nos façons traditionnelles de faire nos classes, etc. Mais c'est plus comme ça que la population pense, puis c'est plus comme ça que les travailleurs souhaitent éventuellement évoluer. Donc, ce projet-là. Et comme industrie, quand on se compare avec les autres industries, on est les premiers à promouvoir ce genre d'approche-là. Ouais. On en est fiers. Ça, c'est grâce à la solidarité de chacun des partenaires puis des membres de cette industrie-là. Puis moi, je salue cette solidarité-là, puis cette initiative, puis ce support, puis on a besoin. La coalition, là, en tout cas, c'est ce qu'on perçoit depuis qu'on discute aujourd'hui, c'est qu'il est vraiment à l'avant. On parlait de 2 ans en avant, là, mais on le voit là, dans des initiatives comme ça, vous vous démarquez. Absolument. Et puis, je parlais à des collègues dans le milieu des services financiers pour les nommer en assurance de personnes et autres, puis dire, Robert, je ne sais pas ce que vous faites, là, mais nous autres, on est loin derrière vos initiatives. Et puis, donc, il faut y croire, OK? Puis, les membres du conseil nous donnent un appui incommensurable. Et je veux dire, nous, à la direction, il faut absolument, avec les partenariats, s'assurer que les outils sont disponibles pour attirer le plus grand nombre de joueurs, puis surtout les conserver, parce qu'il y a des défis extrêmement valorisants, intéressants, c'est dynamique. Et pensez à chacune des activités que l'on vit en tant qu'être humain, soit sur le plan individuel ou soit sur le plan entrepreneurial, il faut les protéger, ces actifs-là. Puis ça se fait par le conseil, ça se fait par la gestion de risque, ça se fait par la prévention. Donc, ça se fait par des professionnels qui sont à l'écoute des besoins. Et puis, c'est pour ça qu'on fait appel à une panoplie de compétences pour justement relever ces défis. Je pense que... Non, vas-y. Bien, je voulais juste dire, une des forces qu'on a à la coalition, c'est qu'on a vraiment une représentation très variée de plein d'acteurs dans le marché qui fait que quand on est tous ensemble, on a quand même une vue 360 de ce qui se passe. Puis c'est là où on devient pertinent puis qu'on est capable de développer et de proposer des solutions qui vont adresser les enjeux, mais parce qu'on a la vue d'ensemble, puis on comprend vraiment l'industrie puis ce qui se passe. Fait que quand on travaille sur quelque chose en groupe, bien, ça l'amène encore plus de valeur dans l'industrie parce qu'on a cette variété-là et cette représentativité-là des différents acteurs dans l'industrie. Oui. Puis on parlait d'enjeux, puis on parle d'outils que vous dotez, que vous donnez, en fait, là, puis d'actions que vous faites pour... Puis j'avais mis une belle étoile à côté parce qu'on l'avait nommé tantôt, la main-d'œuvre qualifiée. C'est ça l'importance. Hein? C'est que c'est facile d'aller passer ses examens, de prendre les livres, d'aller faire son certificat, puis de devenir du jour au lendemain licencié sans avoir la connaissance derrière. Mais c'est important d'avoir des actions qui permettent à l'employé, d'être qualifié, puis 2, de bien comprendre son industrie puis pouvoir continuer à évoluer pour la rétention. Oui, exactement. Tout à fait. Alors, c'est sûr que la qualification, c'est un enjeu majeur. Et j'ai sur la table à dessin des études avec l'AMF puis la Chambre d'assurance de dommages pour démontrer qu'au niveau de la rétention, plus tu es qualifié, plus tu vas demeurer longtemps dans l'industrie. Plus tu rentres vite, comme tu viens de le souligner, Alexandre, en étudiant tes manuels, là, tu vas partir plus vite. Tes manuels, tu peux les étudier en 2 mois. Tu passes ton certificat, OK? Mais c'est pas ça qu'il va faire un professionnel compétent dans le domaine. Mais quelqu'un qui a fait un DEC 3 ans, on a beaucoup d'universitaires dans les certifiés en assurance de dommages. Alors, quelqu'un qui a un parcours universitaire, un DEC spécialisé ou un ASC, va demeurer beaucoup plus longtemps que quelqu'un qui va chercher son certificat. Et d'autant plus que les nouvelles normes qu'on me laisse savoir, parce qu'il faut toujours remettre sur la planche à dessin nos travaux, la période probatoire, là, elle va être beaucoup plus longue pour ceux qui n'ont pas de diplôme qualifiant. On parle de stage. On parle de 3 ans.
avant d'avoir ton permis. Tandis que quelqu'un qui est certifié, puis chez nous, la beauté au niveau de nos AEC, puis l'AMF a été assez collaboratrice avec nous pour dire, écoute, on reconnaît ce que vous faites là, puis la période probatoire, elle va être incluse pendant le parcours. Donc, c'est un avantage. C'est un gros avantage. Oui, définitivement. Oui. On parle de repenser la formation, on parle je dirais un AAC 2.0, ou c'est un peu comme ça qu'on peut le dire, l'accompagnement que vous allez faire. Donc, je comprends que vous avez déjà une vision là, de la suite des choses, comment vous voulez mener ce projet-là. Si je comprends, ça a été un beau succès, finalement. Là. On est assuré de la participation de nouvelles maisons d'enseignement qui vont répondre à des critères particuliers. Exemple, le Cégep de l'Outaouais est très fort au niveau de tous les programmes qui touchent l'immigration. Pour nous, l'immigration, c'est très important. Ouais. Mais le Cégep de l'Outaouais a développé des outils qui vont permettre, justement, de tenir compte de cette composante-là puis des particularités de l'immigration. Mais la formation va être permise, puis elle va être donnée pour des étudiants qui vont se trouver, comme je disais, à Sherbrooke, Drummondville, Montréal, Laval, partout au Québec. Mais c'est eux qui vont prendre ce projet-là en particulier. On a également le Cégep de Drummondville, qui est au cœur du Québec, qui va également, avec des ententes, déployer son programme. On a le Cégep de Lévis, qui est le Cégep porteur au niveau du projet, puis il faut insister. Ils y croient beaucoup. Ils ont mis le programme de reconnaissance des acquis et compétences sur pied. Et puis, c'est le Cégep de Lévis. Et le Cégep Édouard-Montpetit, qui est un cégep qui a mis de l'avant un projet de formation pour la petite enfance. Alors, le gouvernement a mis de l'avant des demandes bien précises. 2500 travailleurs devaient être formés pour la petite enfance. Et c'est le cégep qui nous accompagne parce qu'ils ont un vécu parallèle au nôtre, d'un autre projet. Okay. Et puis, ils ont aussi vécu des enjeux importants. Puis, à ce moment-là, on travaille avec eux. Et dans le 2, le 3 puis le 4, on va... Il ne faut pas oublier que les autres maisons d'enseignement font le DEC puis l'AEC traditionnel. Oui. Alors, c'est simplement une évolution, mais ça prend des outils puis une formation qui tient compte de la formation d'entreprise. C'est pas évident de travailler en mode synchrone puis asynchrone. Alors donc, il faut aller chercher toute l'expérience nécessaire à travers un projet comme celui-là, d'améliorer ce qu'on peut améliorer pour rendre ça le plus aisé pour tout le monde. Mais je pense que ça va être ça, la recette du succès, c'est que d'une année à l'autre, on va s'améliorer, puis on va continuer. Tu parlais de 3.0, 4.0, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir survivre avec ce programme-là en chaque fois. Puis là, c'est ce qu'on a fait avec le pilote. On est allé chercher de la rétroaction des participants, des employeurs, des établissements d'enseignement, puis ils ont retravaillé le programme 2.0 en tenant compte de ces rétroactions-là pour offrir un meilleur programme, puis ça va être ça à chaque année, puis c'est comme ça que ce programme-là va pouvoir être périn. Fait que ça va être important de toujours continuer de s'améliorer. J'ai hâte d'être capable d'avoir quelques participants dans notre groupe. C'est certain qu'on va en accueillir à Laval. Ouais. En tout cas, je voudrais remercier Accident de parcours de nous avoir invités et de partager d'une façon aussi conviviale. C'était fort agréable. C'est mon premier podcast, puis c'est pas douloureux. Alors, donc, il y en aura d'autres, Robert? J'espère qu'il y en aura d'autres. Alors, un gros merci pour cette opportunité. C'est une initiative qu'on apprécie, puis on vous remercie vraiment d'avoir accepté de participer. Puis on vous remercie également pour le partenariat de la coalition. La coalition est un partenaire également d'accidents de parcours au niveau de la diffusion et des communications pour cette saison-ci. Donc, merci. Peut-être que je passerai un petit message pour vous à nos collègues propriétaires de cabinets de courtage et autres pour les inciter à devenir membres de la coalition. Je pense que c'est pas juste ça devrait être un devoir pour tous. Donc, je partage l'information. Je
parle des courtiers parce que c'est ceux que je connais le plus, mais ça s'adresse à tous. Puis tu fais bien de le mentionner, puis je pense qu'il faut le souligner aussi, on était vraiment content de recevoir Desjardins à notre table, à notre micro, parce que c'est pas parce qu'on est 2 courtiers qu'on veut faire lumière seulement sur l'industrie du courtage. On était content que vous acceptiez notre invitation. Donc, merci Myriam. Merci à vous. Merci à Desjardins aussi. Dernier remerciement à nos partenaires autres qui sont Primaco, la Banque nationale et CRU qui nous supportent pour cette 2e saison. Robert, un mot de la fin pour conclure cette... c'est de faire en sorte que vos auditeurs puissent être convaincus que la coalition est le PEP de l'industrie de l'assurance de dommages, d'aller sur nos sites, de voir les opportunités d'emploi. On a des plateformes où les employeurs offrent des emplois et des diplômés ou des étudiants qui veulent déposer leur candidature et donc qui se font approcher ou courtiser par les cabinets. Alors, c'est important. L'information, elle est généreuse, elle est précise et elle est attrayante. Vous allez voir, nos campagnes sont extraordinaires. Il y a des jeunes de 5 ans qui voient, eux, leur avenir en assurance de dommages. Donc, il y a de la place pour tout le monde. On ne demande pas mieux. Et voilà. Bien, merci beaucoup. Merci. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes.